c'est Baalbek, un endroit où repose un bloc de pierre pesant 1500 tonnes. Et il n'est pas simplement à côté, dans la carrière. Il était censé devenir une partie d'une construction que les anciens élevaient à une hauteur de 7 mètres. 3 blocs gigantesques de 900 tonnes chacun se dressent là, avec une telle précision qu'un grain de poussière ne passerait même pas entre eux. Et nous n'avons toujours pas d'explication normale pour comprendre comment cela a été fait sans technologie moderne. Et voilà ce qui fait vraiment peur. Les Romains, qui consignaient chaque victoire et chaque aqueduc au sujet de ces pierres, se taisaient, comme si elles n'avaient tout simplement jamais existé. Aujourd'hui, nous allons aller des temples jusqu'aux carrières de pierre où sont restés des monstres abandonnés et nous allons analyser les versions depuis l'ingénierie réelle jusqu'à ce dont les gens chuchotent depuis des siècles. Mais la partie finale est la plus dure. Quand tu apprendras combien d'années des gens ont vécu ici et qui aurait pu être le premier, il ne te restera dans la tête qu'une seule question. Qu'est-ce qu'ils savaient encore faire et pourquoi cela a-t-il disparu? Regarde jusqu'au bout, parce que cette histoire ne parle pas de pierre. Elle parle de la mesure dans laquelle nous sous-estimons le passé. Le déchiffrement de l'ancien mystère de Baalbek, nous nous penchons sur l'ancienne énigme de Baalbek. Avant d'expliquer comment cela a été construit, il faut comprendre à quel point cela devrait paraître impossible. La plus grande pierre que les machines modernes aient jamais déplacée pesait 340 tonnes. Et à Baalbek, il y a des pierres pesant 1500 tonnes. Et à Baalbek se trouvent les plus grandes pierres qui aient jamais été travaillées dans l'histoire de l'humanité. Les plus grandes pierres qui aient jamais été soulevées, posées et transportées dans l'histoire humaine. Et les plus grandes colonnes de pierre de toute l'histoire classique. Un poids 4 fois plus élevé. Et pourtant posée avec une précision au millimètre près. La grue du bâtiment d'assemblage de la NASA, l'une des plus puissantes au monde, ne pourrait même pas soulever ces blocs. Imagine qu'il te faille déplacer la statue de la Liberté. Et maintenant, imagine qu'il faille déplacer 5 de ces statues, empilées les unes sur les autres. Mais voilà ce qui fait vraiment exploser le cerveau. Les Romains, qui adoraient se vanter de leurs exploits d'ingénierie, n'ont absolument rien écrit sur ces pierres. Pas une seule mention. Pense-y, nous parlons de cette même civilisation qui a tout documenté, depuis la construction des aqueducs jusqu'à l'édification du Colisée. Ils aimaient montrer au monde qu'ils savaient construire. Et pourtant, quand il s'agit de Baalbek, qu'ils connaissaient sous le nom d'Héliopolis, leurs archives gardent un silence total sur le Triliton et ses blocs gigantesques. Tu ne vois pas dans ces pierres le pied romain. Et c'est étrange. Tu t'attendrais à voir dans les mesures un quadrillage en pièces romains, mais il n'y en a pas. En tout cas, pas ici. Ce silence assourdissant fait naître la question principale. Et si ces pierres étaient déjà en place quand les Romains sont arrivés? Et s'ils avaient simplement construit leur temple sur des fondations déjà prêtes, qui se sont révélées beaucoup plus anciennes qu'on ne le pense habituellement? C'est comme si tu découvrais que quelqu'un avait construit un gratte-ciel sur un mystérieux socle ancien et n'avait même pas jugé nécessaire d'écrire qui avait créé ce socle et comment ces blocs avaient été acheminés. Avec tous les exploits romains, pourquoi leurs prouesses les plus impressionnantes se trouveraient-elles à 2000 milles de la capitale? Ce trou dans les sources historiques a ouvert la porte aux théories les plus folles. Certains chercheurs pensent que les véritables origines de Baalbek remontent à des milliers d'années avant la période romaine. Peut-être à une époque où les gens possédaient des savoirs et des techniques qui ont ensuite complètement disparu. C'est précisément pour cela que Baalbek n'est pas seulement une énigme archéologique. Il est devenu un point clé dans les débats les plus controversés sur l'histoire ancienne. Nous ne parlons pas seulement de rapports de construction perdus. Nous parlons de la possibilité que ce site garde des secrets sur des capacités humaines qui ne rentrent pas dans le récit habituel du passé. Les mégalithes de Baalbek, au Liban, ont laissé sans voix les ingénieurs, les historiens et les chercheurs. L'architecture romaine met normalement tout ce qu'il y a de plus impressionnant bien en évidence. Juste à l'avant, tu entres et là se trouvent les plus grosses pierres, les éléments les plus puissants, pour des raisons évidentes. Mais ici, elles sont derrière, tout au bout, du côté opposé à l'entrée. Ces pierres sont si énormes qu'elles défient tout ce que nous savons de la construction ancienne. Mais ce n'est pas tout. Même les méthodes de construction modernes et les engins complexes ne tiennent pas toujours de telles tâches et de telles échelles. Nous parlons de colonnes qui sont encore enfouies dans le sol. Nous sommes maintenant en l'an 2025. Ne venez pas me dire que nous n'avons pas la capacité technologique de simplement déterrer les pierres. Les recherches et découvertes modernes. Lorsque les archéologues ont enfin obtenu l'autorisation de creuser plus profondément à Baalbek, ce qu'ils ont trouvé a tout changé. La céramique portant des marques cunéiformes prouve que des gens étaient ici des milliers d'années avant les Romains. Des plans de pierre
gravées directement sur le sol des temples. Et le plus choquant, des techniques de construction qui coïncident avec celles de bâtiments à Jérusalem avec une précision impossible. Pendant que tout le monde se disputait pour savoir comment on déplaçait les pierres, une recherche scientifique sérieuse se déroulait depuis plus d'un siècle, révélant en silence les véritables secrets de Baalbek. Et les découvertes y sont vraiment stupéfiantes. L'histoire scientifique moderne commence en l'an 1898, lorsque le Kaiser Guillaume II d'Allemagne a visité ce site. Sa visite a déclenché les premières grandes fouilles archéologiques qui se sont poursuivies jusqu'en l'an 1904. Ce qui avait commencé comme une simple curiosité impériale s'est transformé en une recherche qui a commencé à réécrire l'histoire de Baalbek. Chaque couche mise au jour soulevait plus de questions que de réponses. La découverte la plus inattendue a eu lieu lorsque l'on a dégagé le temple de Jupiter et trouvé des preuves que l'occupation humaine du site de Baalbek remonte au néolithique. Il s'agit du fait que des gens pouvaient vivre ici potentiellement il y a 10 000 ans, bien avant que quiconque ne considère ce lieu comme significatif. Si des gens vivaient à Baalbek il y a 10 000 ans, cela signifie que l'importance de ce site est bien plus profonde que la colonisation romaine, et que les gigantesques pierres de fondation, le Trilithon et d'autres mégalithes pouvaient exister déjà avant l'arrivée des Romains, d'où le silence total des Romains. Après tout, il est difficile d'attendre d'eux qu'ils décrivent quelque chose qu'ils n'ont pas construit eux-mêmes et dont ils pouvaient ne rien savoir. En même temps, reste debout l'hypothèse d'un ancien établissement capable d'une ingénierie aussi avancée. Le fait que la construction précède les Romains ne résout pas l'énigme d'ingénierie. Au contraire, c'est un argument de plus en faveur de l'idée qu'avant les Romains, il pouvait exister une civilisation dotée de méthodes de construction que les gens d'aujourd'hui ne connaissent pas. Cependant, une autre percée, qui peut nous rapprocher de l'explication, s'est produite en l'an 2004, lorsque l'université libanaise, avec l'Institut archéologique allemand, a lancé un projet conjoint de documentation des mystérieuses carrières. Et là, ils ont trouvé des choses vraiment étonnantes. Des fragments de céramique perse avec des marques irrégulières datées des 6e-4e siècles avant notre ère. Cela signifie-t-il que les structures gigantesques ont été construites par les Perses? La céramique perse comble un vide important, mais grâce aux découvertes néolithiques, nous savons déjà que l'occupation remonte à environ 10 millénaires. Cela indique encore une fois que le site existait avant les Romains et suggère une occupation continue des terres jusqu'à la période romaine. Cela soulève une nouvelle question. Les Perses étaient-ils les habitants originels de la région? Et est-ce précisément eux qui ont taillé les monolithes? Les Perses avaient la puissance organisationnelle et les connaissances nécessaires pour bâtir des ouvrages sérieux. Théoriquement, ils étaient capables de projets mégalithiques et apparaissent comme des candidats plausibles. L'Empire perse est connu pour ses constructions à grande échelle, par exemple à Persépolis. Mais les réalisations des Perses ne sont tout de même rien en comparaison des monolithes de Baalbek. À Persépolis, par exemple, on utilisait des blocs pesant approximativement d'1 à 20 tonnes. Alors qu'à Baalbek, il s'agit de pierres de centaines de tonnes, parfois de 1000, et les approches sont différentes. Les Perses fragmentaient plus souvent les gros blocs en pierres plus petites, alors que les constructeurs de Baalbek préféraient des pierres aussi grandes que possible. De plus, les Perses non plus n'ont laissé aucun écrit s'attribuant la construction de Baalbek. Comme les Romains, ils se taisent. On peut l'expliquer, les Perses n'étaient pas aussi obsédés par la consignation détaillée de l'histoire que les Romains. Il est possible qu'ils aient effectivement construit et que ce soit simplement la comptabilité qui ait fait défaut. Mais il y a un autre problème. Nulle part ailleurs, les Perses ne montrent la capacité de déplacer des pierres à une échelle proche de celle de Baalbek. S'ils savaient réellement le faire, on s'attendrait à voir quelque chose de similaire dans d'autres endroits. Les fragments de céramique avec écriture cunéiforme prouvent qu'ils étaient là. Mais l'ampleur technique des mégalithes semble dépasser ce qu'ils ont montré où que ce soit ailleurs. Et ce n'était même pas le plus inattendu. La chercheuse allemande Margaret Van Hess a fait une autre observation importante en étudiant la manière dont ces pierres géantes étaient exactement taillées. Elle a découvert que les anciens constructeurs agissaient avec beaucoup d'intelligence. Ils découpaient les mégalithes le long des fissures naturelles entre les couches de roches. Cette technique permettait de détacher plus facilement d'énormes blocs sans les fendre. Et il est intéressant de constater que ce même principe apparaît dans d'autres projets romains, par exemple dans le fameux aqueduc du Pont du Gard en France. Autrement dit, nous savons que les Romains avaient eux aussi cette méthode dans leur kit d'ingénierie. Plus nous apprenons sur Baalbek grâce aux recherches scientifiques, plus les questions surgissent. Chaque découverte n'ajoute pas seulement des détails, elle modifie l'image globale de ce que nous pensions de ce lieu.
Pourquoi c'est si difficile? Même selon les calculs modernes, même les ingénieurs modernes sont souvent déconcertés. Une étude suppose que, pour déplacer un bloc pesant 557 tonnes sur une surface plane, il faudrait plus de 500 personnes travaillant avec une technique intelligente. Et s'il faut le tirer en montée puis le soulever jusqu'à une hauteur de 23 pieds, certaines estimations parlent d'un ordre de grandeur d'environ 40 000 travailleurs. C'est plus que la population de nombreuses petites villes. Et c'est là que se pose la question principale. Pourquoi? Pourquoi les constructeurs anciens choisiraient-ils des pierres d'une taille aussi monstrueuse, alors que des blocs plus petits feraient tout aussi bien l'affaire? Qu'est-ce qui les poussait à se lancer dans une tâche qui, même aujourd'hui, semble presque à la limite de ce qui est physiquement possible? Les mégalithes de Baalbek ne sont pas simplement plus compliqués que ce que nous pensions. Ils obligent à repenser la conception même de l'ingénierie ancienne. Et plus nous étudions ce site, plus il y a de questions sur ce dont nos ancêtres étaient réellement capables. Ce qui impressionne précisément dans le Triliton, certains sont convaincus que ces structures sont la trace d'une civilisation puissante. D'autres pensent qu'il y a ici quelque chose en dehors du monde physique. Chaque détail, depuis les dimensions des blocs jusqu'à l'ajustement parfait, ressemble à une ingénierie de très haut niveau que nous ne voyons presque nulle part ailleurs. Le Triliton, ce sont 3 énormes dalles de calcaire de 62 pieds de long, 14 pieds de haut, et 12 pieds de large. Le poids de chacune commence à environ 800 tonnes. Mais aussi incroyable que cela soit, la partie la plus vertigineuse ne réside pas dans les chiffres. Ces pierres ne sont pas simplement posées au sol. Elles flottent à une hauteur de 23 pieds, ajustées les unes aux autres si étroitement qu'un grain de poussière ne pourrait même pas passer entre elles. Et maintenant, réfléchis. Comment déplacer un objet qui pèse autant que plusieurs avions de ligne? Et ensuite, il faut encore le soulever et le placer avec la précision d'un chirurgien. Et souviens-toi, tout cela a été fait des milliers d'années avant les grues, l'hydraulique et la technologie moderne. Mais là où cela devient encore plus intéressant, c'est qu'à environ une demi-mille du temple principal se trouve une carrière et elle garde des secrets encore plus grands. Elle ressemble à une maternité de ces pierres et on y voit des traces indiquant que ces blocs n'étaient pas destinés à être les seuls. Là, abandonnés pendant des siècles, gisent 3 blocs de pierre inachevés, à côté desquels le Triliton paraît presque modeste. Le premier est ce qu'on appelle la pierre de la femme enceinte. Elle pèse presque 1000 tonnes. Plus loin se trouve la pierre du Sud, découverte dans les années 1990, pesant environ 1200 tonnes. Et si cela ne suffit pas, en l'an 2014, les archéologues ont trouvé un bloc encore plus grand, la pierre oubliée, qui pèse approximativement 1500 tonnes. Les légendes locales sur ces pierres sont elles aussi fascinantes. Une histoire raconte qu'une femme enceinte a réussi à convaincre les gens de la nourrir en affirmant qu'elle connaissait le secret pour déplacer ces blocs gigantesques, d'où le nom de pierre de la femme enceinte. Une autre parle d'êtres surnaturels, par exemple de djinns enceintes, qui auraient taillé et transporté ces masses rocheuses. Certains habitants croient encore aujourd'hui que si l'on touche la pierre de la femme enceinte, cela peut augmenter la fertilité. Ces récits peuvent paraître fantastiques, mais ils montrent l'essentiel. Depuis des générations, les gens se cassent la tête sur cette énigme. Et chaque génération tente d'expliquer l'impossible avec ses propres mots. La réalité selon la science, impossible ou très difficile. Et c'est ici que la science jette un seau d'eau froide. Les archéologues affirment que ce qui semble impossible se révèle parfois simplement monstrueusement difficile. Les Romains étaient des maîtres de l'ingénierie. Ils disposaient de grues avancées, de systèmes de poulies, de cabestans et d'immenses roues de bois. Partout dans le monde antique, on trouve des exemples de projets romains qui prouvent qu'ils savaient déplacer des charges colossales. Si l'on regarde de près les pierres de Baalbek, on peut voir des marques de ciseaux. Un témoignage direct d'un façonnage humain. Des archéologues expérimentaux ont tenté de reproduire des techniques de construction anciennes et ont montré que, oui, cela exige une organisation incroyable et des volumes de travail gigantesques, mais que, en principe, cela ne sort pas du cadre des capacités humaines. Cependant, les sceptiques continuent de discuter. Même ces explications ne couvrent pas entièrement les blocs les plus lourds qui semblent dépasser les limites connues de la technique romaine. Et c'est précisément cette fenêtre d'incertitude qui alimente les spéculations. Pourquoi de telles théories existent-elles du tout? Peut-être parce que les explications ordinaires ne stimulent pas autant l'imagination que les explications extraordinaires. Le philosophe Daniel Dennett a un jour remarqué que, lorsque les gens manquent d'imagination sur ce qui est réellement possible, ils ont plus tendance à recourir à des explications surnaturelles.
Baalbek nous fascine parce qu'il se trouve à la frontière entre la réalité documentée et la légende séduisante. Il n'existe pas de récits anciens détaillés expliquant qui a exactement commandé la construction et comment le travail a été organisé. Ce silence crée une toile blanche, idéale sur laquelle les gens projettent leur propre version. Certains voient dans Baalbek la trace d'une civilisation avancée disparue. D'autres, la preuve d'un contact avec des êtres extraterrestres. Les scientifiques, un monument au génie ingéniérique humain, que nous ne comprenons toujours pas entièrement. Qui a construit Baalbek ? Légende, mythe et version. La question « Qui a construit Baalbek ?» a suscité plus de débats, de versions et de nuits blanches chez les chercheurs que presque n'importe quelle autre énigme ancienne. Et plus les faits apparaissent, plus il devient difficile de répondre. Fait ou mythe ? Bon, parlons de l'éléphant dans la pièce. Baalbek a généré pendant des siècles des théories complètement folles et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Quand tu te tiens devant des pierres d'un tel poids, ajustées parfaitement sans technologie moderne, ton cerveau se tourne de lui-même vers des explications qui paraissent aussi incroyables que ce que tu vois. Les versions surnaturelles sont apparues depuis longtemps. Les légendes locales affirmaient que le temple avait été construit par Caïn, errant sur la terre sous la malédiction de Dieu. D'autres histoires disaient que Nimrod avait ordonné à des géants de le construire comme partie du projet de la tour de Babel. Certains murmuraient que les véritables architectes étaient les Néphilim, ces mystérieux géants des textes anciens. Mais à notre époque, la théorie la plus populaire est tombée dans la pure science-fiction. Les anciens extraterrestres. L'hypothèse selon laquelle seuls des êtres dotés de technologies bien supérieures à celles des humains auraient pu déplacer et placer de telles pierres. Des auteurs comme Graham Hancock et Zecharia Sitchin ont soutenu ces idées, proposant tout depuis des civilisations avancées disparues jusqu'aux Anunnaki, autres êtres issus des mythes mésopotamiens. Alors, si ces pierres sont impossibles à déplacer, comment les sceptiques expliquent-ils Baalbek ? Examinons ces versions à la lumière des données réelles et tu verras pourquoi aucune d'elles ne clôt complètement la question. Baalbek à travers les civilisations. En l'an 1984, l'UNESCO a reconnu Baalbek comme site du patrimoine mondial, consolidant son statut de l'un des trésors archéologiques les plus importants de l'humanité. Mais Baalbek attirait l'attention du monde bien avant cela. Baalbek est un lieu qui a vu plus de 11 000 ans d'histoire. Oui, 11 000. Autrement dit, il existait déjà lorsque les Égyptiens commençaient seulement à réfléchir à la façon de construire des pyramides. Les données archéologiques montrent que des gens vivaient sur cette colline déjà vers l'an 9000 avant notre ère. Les fouilles ont mis au jour de la céramique de la période chalcolithique, des artefacts de l'âge du bronze et des fragments architecturaux. Des traces de civilisation après civilisation qui construisaient sur une seule et même terre sacrée. Les premiers habitants ont choisi le point le plus haut de la colline et les Romains, des millénaires plus tard, ont fait la même chose. Ils ont placé leur autel au sommet. Tout le monde comprenait que le lieu était spécial. Même l'origine du nom est intrigante. Les chercheurs pensent que Baalbek vient de Baal Neb, que l'on peut comprendre comme seigneur de la source. Il s'agit de la source naturelle voisine qui probablement faisait de cette colline un lieu de vie et d'abondance, et donc sacré pour les peuples anciens. Vers l'an 3200 avant notre ère, les Phéniciens ont pris le pouvoir et ont transformé Baalbek en quelque chose de réellement monumental. Ils ont construit un immense complexe de temples en l'honneur de leur dieu, Hardi et Baal, le dieu du ciel qui, probablement, a donné son nom à la ville. On dit que les traces du temple phénicien peuvent encore être trouvées enfouies sous le temple romain ultérieur de Jupiter. Sous les Phéniciens, Baalbek est devenu un lieu de pèlerinage. Des gens venaient de tout le monde antique pour vénérer Baal Hadad, le dieu de la fertilité, et Atargatis, la déesse de l'amour et de la maternité. Et c'est là que commence le plus intéressant. De nombreux chercheurs soupçonnent que les gigantesques pierres dont nous parlons, le Trilithon et d'autres blocs massifs du mur occidental pourraient appartenir précisément à la période phénicienne et non à la période romaine. Autrement dit, nous pourrions contempler des solutions d'ingénierie vieilles d'environ 5000 ans où des gens déplaçaient et plaçaient des pierres de centaines de tonnes à l'aide de la force humaine, d'outils simples et de techniques que nous comprenons à peine aujourd'hui. Et la question n'est plus seulement comment l'ont-ils fait, mais comment ont-ils même osé tenter cela ? Lorsque Alexandre le Grand a conquis cette région en l'an 334 avant notre ère, il a rénové Baalbek et l'a rebaptisé Héliopolie, la ville du soleil. Mais la véritable transformation a commencé avec les Romains. D'abord,
Pompée le Grand est arrivé en l'an 64 avant notre ère. Ensuite, Jules César a fait de ce lieu une colonie romaine officielle en l'an 47 avant notre ère. Mais c'est l'empereur Auguste qui, vers l'an 16 avant notre ère, a lancé ce qui allait devenir le projet de construction le plus ambitieux du monde antique. Ce qui est intéressant, c'est que les Romains n'ont pas tout rasé pour recommencer à zéro. Au lieu de cela, ils ont fusionné leur Jupiter avec la divinité locale Baal, créant un hybride, Jupiter-Baal. C'était une sorte de diplomatie culturelle ancienne à travers l'architecture. Ensuite, les délais de construction paraissent incroyables. Néron a poursuivi la construction de l'énorme temple de Jupiter. Antonin le Pieux a ajouté le temple de Bacchus. Et la dynastie des Sévères a achevé le complexe avec le temple de Vénus au IIIe siècle de notre ère. À l'apogée de sa grandeur, des colonnes s'élevaient jusqu'au ciel, le marbre brillait au soleil et des milliers de pèlerins remplissaient les cours. N'importe qui se trouvant là se serait senti comme au centre même de l'univers divin. Mais ensuite, le christianisme est arrivé et tout a changé. Lorsque Constantin a adopté le christianisme au début des années 300 de notre ère, la construction s'est arrêtée. Théodose est allé plus loin. Il a détruit des statues païennes, brisé des autels, transformé des espaces sacrés en églises chrétiennes. Le temple de Vénus est devenu une chapelle. La cour hexagonale a été transformée en église. Justinien a ordonné d'envoyer 8 énormes colonnes du temple de Jupiter à Constantinople pour orner Sainte-Sophie. Les pierres étaient si impressionnantes que l'empereur les a voulues pour l'un des temples les plus grandioses du monde. En l'an 637 de notre ère, les armées musulmanes ont conquis Baalbek et le site a encore changé. Les temples sont devenus une forteresse appelée la Kala. C'est pourquoi les habitants disent encore Kalat Baalbek. Pendant des siècles, les dynasties se sont succédées. Omeyyades, Abbassides, Fatimides, Ayyoubides, chacune a reconstruit des murs, ajouté des tours, créé de nouvelles structures sur les fondations anciennes. Aujourd'hui, ce lieu ressemble à un gâteau historique, à plusieurs couches. Chacun a laissé sa strate. Mais une question continue de hanter les chercheurs. Qui furent les tout premiers à soulever ces pierres de fondation impossibles? Qui, en premier, a décidé que cette colline serait la scène de dieux, d'empereurs et de conquérants pendant des milliers d'années? Des plans de pierre et des projets romains sur place. Et maintenant, quelque chose dont presque personne n'a entendu parler. De véritables plans romains, gravés directement sur le site lui-même. Ce ne sont pas des dessins sur papyrus qui se sont désagrégés il y a des siècles. Ce sont des plans architecturaux, littéralement gravés dans des sols de pierre. Les fouilles allemandes de 1900 à 1904 ont été les premières à documenter ces découvertes. La plus impressionnante est un plan détaillé gravé directement sur le sol de la grande cour. Ce n'était pas un croquis griffonné à la va-vite, mais un plan précis d'une partie de la cour hexagonale, exécuté à une échelle d'environ 1 à 12 à 6, et réfléchi à ce que cela signifie. Ce n'étaient pas simplement des ouvriers qui empilaient des pierres, c'étaient des maîtres concepteurs qui calculaient à l'avance les angles, les dimensions et les éléments de design avant de poser le moindre bloc. Ces plans gravés étaient-ils des aides pratiques pour les bâtisseurs ? Ou quelque chose comme des symboles de fierté ingénierique, une démonstration de la maîtrise des architectes, mais la coïncidence la plus choquante a été découverte lorsque les chercheurs ont étudié attentivement le podium 1, la fondation qui porte les 6 énormes colonnes qui dominent encore le paysage aujourd'hui. L'analyse des techniques de construction a donné un résultat inattendu. Le style et les méthodes du podium 1 sont pratiquement identiques à ceux de l'architecture hérodienne à Jérusalem. Les coïncidences sont trop précises, le même motif d'alternance de pierre, en bout et en long. Le même traitement des bords, le fameux drafted margin stonework, et même la hauteur moyenne des assises est identique, 3,6 pieds. C'est trop précis pour être une simple coïncidence. Cela peut signifier une participation directe de maîtres hérodiens à Baalbek, ou, au minimum, une tradition de construction commune qui reliait ces lieux à travers le monde antique. Pas à pas, depuis la visite du Kaiser Guillaume jusqu'aux découvertes modernes, l'image de Baalbek est devenue incroyablement riche et complexe. Un site qui était connu simplement pour ses pierres géantes s'est transformé en un immense manuel d'histoire englobant le néolithique, les Perses, les Romains et les techniques hérodiennes. Et chaque découverte soulève de nouvelles questions. Qui a réellement commencé tout cela ? Pourquoi ces méthodes ont-elles été utilisées précisément ? Et combien reste encore caché sous des siècles de terre ? Le plus mystérieux, un site occupé depuis 11 000 ans, mais sans auteurs originels.
Maintenant que tu comprends l'ampleur de cette impossibilité d'ingénierie, voici ce qui rend l'histoire encore plus étrange. Ce site est occupé depuis environ 11 000 ans. Chaque civilisation qui est venue ici l'a considéré comme sacrée, mais aucune n'a déclaré que c'était précisément elle qui avait posé ces gigantesques pierres de fondation. Passons en revue les différentes époques et voyons comment les civilisations ont utilisé ce complexe. La question principale: comment déplacer des pierres de plus de 1000 tonnes? Chaque grande énigme mérite une enquête sérieuse. Ainsi, la question que tout le monde veut résoudre est assez simple. Comment les peuples anciens déplaçaient-ils des pierres pesant plus de 1000 tonnes? Les théories proposées par les chercheurs sont parfois tout aussi déconcertantes que l'énigme elle-même. Commençons par la plus évidente, les rouleaux de bois et les rampes de terre. À première vue, c'est logique. Tu poses la pierre sur des troncs cylindriques, la friction diminue et tu tires simplement. De la physique simple, non? Mais lorsque les archéologues ont essayé de vérifier cela en pratique, tout s'est soldé par un échec. Richard Atkinson, un archéologue très respecté, a tenté de déplacer une réplique d'une pierre bleue de Stonehenge, un caillou minuscule comparé au géant de Baalbek. Dès qu'ils ont commencé à la tirer en montée, la pierre a commencé à glisser sur le côté et est devenue incontrôlable. Dans une autre expérience, des scientifiques transportaient une réplique de statue et elle a soudain perdu l'équilibre et tombé des rouleau et s'est brisé. Et maintenant, imagine tenter la même chose avec des pierres des centaines de fois plus lourdes, sur un terrain accidenté et rocheux, sur une distance de presque 1 mille. C'est pourquoi les chercheurs se sont tournés vers ce qui paraissait plus prometteur, le génie de l'ingénierie romaine. Et oui, les Romains étaient des bâtisseurs incroyables. Ils ont créé des systèmes de grues qui devançaient leur temps de plusieurs siècles. Leur modèle de base était le trispastos, un cabestan, des cordes et 3 poulies. Puis il y eut le pentaspastos avec 5 poulies, et la version lourde, le polyspastos avec 15 poulies, 4 mâts, et la capacité pour seulement 4 personnes de soulever 2,2 tonnes. S'ils ajoutaient des roues d'entraînement, tread wheels, ils pouvaient soulever jusqu'à 4,4 tonnes. Pour les travaux vraiment gigantesques, les Romains construisaient d'immenses tours de levage en bois, mises en mouvement par des équipes de personnes et d'animaux travaillant sur un cabestan. Pendant beaucoup trop longtemps, les chercheurs modernes ont sous-estimé les ouvriers anciens, les considérant comme presque non qualifiés. Mais c'est faux. Ces gens étaient des ingénieurs intelligents et des solveurs de problèmes. Il existe des représentations de l'Égypte ancienne où 172 personnes tirent ensemble une statue colossale, uniquement par la coordination et l'ingéniosité. Quand tu vois un tel travail d'équipe, tu comprends que ce n'étaient pas des gens primitifs qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Mais même si l'on accorde aux anciens bâtisseurs le maximum de respect, Baalbek reste dans une catégorie à part. Déplacer un bloc de 800 à 1000 tonnes, ce n'est pas un peu plus que tirer une statue. C'est un niveau de tâche complètement différent. Margaret Van Ness, de l'Institut archéologique allemand, a suggéré qu'un cabestan actionné par des gens pouvait expliquer le déplacement des pierres de Baalbek. Sur le papier, cela sonne de manière convaincante. Mais ensuite, les mathématiques font tout s'effondrer. Même les grues romaines les plus avancées ne pouvaient pas soulever plus de 6 tonnes. 6. Et à Baalbek, il y a des pierres de 800 à 1000 tonnes. Autrement dit, plus de 100 fois la limite de leur meilleur équipement. Et nous nous heurtons à nouveau au mystère. Si les rouleaux de bois sont peu pratiques, et si même la technique romaine la plus complexe est trop faible, alors comment l'ont-ils fait? Après des siècles de recherche, d'expérience et de débats, nous nous grattions toujours la tête. Aucune théorie n'explique tout jusqu'au bout. Les pierres sont trop massives pour n'importe quel mécanisme de levage dont nous savons avec certitude qu'il existait chez les Romains. Et les traîner sur un terrain rocheux semble presque impossible. D'où l'apparition de versions alternatives. Certains pensent qu'il existait des techniques d'ingénierie perdues, des méthodes que les anciens utilisaient, mais qui n'ont jamais été consignées et ne se sont pas transmises. D'autres proposent, et si les pierres n'avaient en réalité pas été transportées? Et si elles avaient été extraites et en partie travaillées directement sur le lieu de construction? Une idée intrigante, mais qui ne résout pas non plus la question de la précision et de l'échelle. Quand tu te tiens aujourd'hui à Baalbek, que tu regardes les colonnes et ces blocs impossibles, il est difficile de se défaire de l'impression que tu es devant un site qui ne veut pas révéler tous ses secrets. C'est une énigme qui, encore et encore, murmure de nouvelles questions sur ce dont les civilisations anciennes étaient réellement capables. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous ne l'avez pas encore fait, il est temps d'appuyer sur j'aime, de vous abonner à Top Facts et d'écrire n'importe quel commentaire pour aider à la diffusion de nos vidéos auprès du plus grand nombre. Un grand merci à toutes et à tous pour votre visionnage et regardez dès maintenant nos précédentes émissions qui sont déjà apparues sur votre écran.